qu'on est en train de faire, moi, je l'ai jamais fait. J'ai répondu à des questions par rapport à un film, mais jamais par rapport à une perspective de mon travail. Et ce qui est très troublant, c'est que finalement, j'ai une perception floue de cette perspective, ou plutôt, si je peux dire, je me sens comme un corps gazeux, et que tout d'un coup, à l'intérieur de cet entretien, je suis obligée de devenir un corps solide. Alors que moi, je ne me solidifie que dans un film, pendant un court instant, et après, je repars à l'état gazeux. Là, je suis proprement à l'état supra-gazeux. Donc tout d'un coup, j'ai l'impression que je suis obligée de donner un sens, alors que j'ai l'impression qu'en fait, hors des films, il n'y en a pas. J'ai eu envie d'aller faire un film en Afrique. J'ai eu envie de parler d'un moment qui est la fin de la colonisation, parce que c'est quelque chose que j'avais connu, et qui était un espèce de moment suspendu, où les choses se délitent un petit peu, où les certitudes s'en vont. C'est-à-dire que je trouvais moral, je ne peux pas le dire autrement, d'expliquer ma place par rapport à l'Afrique, ma place symbolique, par rapport à l'Afrique telle que je l'ai connue. Enfin, j'ai connu l'Afrique après l'indépendance, parce que je continuais à aller en Afrique, mais cette chose fondamentale que j'avais connue, qui était un ordre qui déjà dans mon enfance m'apparaissait injuste, je me disais, je dois rentrer par là. C'est le chat de l'aiguille. Il faut déjà dire, pour parler de l'Afrique aujourd'hui, il faut déjà parler de cette époque d'avant, parce qu'en Afrique, tout découle de ça. Les rapports économiques du pays aujourd'hui avec le reste du monde sont liés au rapport que l'Afrique a eu avec les autres races, c'est-à-dire que ce soit la prise des esclaves, le commerce, puis la colonisation. J'avais tourné Chocolat, et dans la page rebond de Libé, un ethnologue, je crois, qui travaille à la fac de Rennes, a écrit un papier sur Chocolat. Enfin, a écrit un papier sur l'Afrique à cause du film Chocolat. Et le titre du papier, c'était « Dans le ventre de la nounou cosmique ». Déjà, le titre, j'avais pas encore vu Chocolat en dessous. Mais quand j'ai vu ça dans le ventre de la nounou cosmique, je me suis dit, je suis restée arrêtée devant ce titre. Et puis je commence à lire le texte, et je vois tout de suite à la deuxième ligne, le film Chocolat est sorti, et le papier en fait parlait du corps des Blancs, fragile et sans défense, dans le système de la colonisation, qui est, en fait, c'était des corps fragiles, peu adaptés au climat, plus fragiles aux piqûres d'insectes, comme un corps nu, et qu'il y avait dans cette fragilité quelque chose qui était plus important finalement que le pouvoir que leur donnait le système colonial, puisque finalement ils allaient à l'Afrique comme on rentre dans le ventre d'une nourrice, puisque tout ce qui les entourait était dangereux. Les piqûres de moustiques, la chaleur, le soleil qui fait rougir la peau, attaquaient leur corps, et qu'en même temps, il y avait dans les personnages des Noirs qui étaient leurs domestiques ou qui travaillaient pour eux, des corps protecteurs.
Et bien entendu, j'ai gardé ce papier. Il est pour moi complètement important parce que inconsciemment, c'était ça que j'avais voulu dire. Et de le lire dans ce terme-là, de ventre de nourrice. Enfin, en plus, nounou cosmique, c'est plus beau que nourrice. Cosmique, je le pense complètement. Parce que je pense que l'Afrique est nécessaire au monde. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un continent oublié, un continent... Je crois on en a besoin de ce continent. On en a besoin aussi symboliquement. Et je crois que l'homme blanc en a toujours eu besoin. Quand j'étais très jeune et que je lisais La ferme africaine de Karen Blixen, je m'étouffais de rage. Je m'étouffais de rage. C'est un livre que j'aurais pu faire des autodafés avec. J'ai mis très longtemps à accepter que ce soit un beau livre. Je trouvais que cette nostalgie pour la terre, pour cette culture, pour cette ferme, ce sentiment d'amour était infâme, vraiment infâme. Parce que il lui appartenait pas. Et qu'on pouvait pas avoir développé des sentiments aussi forts. Moi, quand j'étais un peu plus grande, je m'interdisais de m'attacher aux maisons où je vivais en Afrique. Je m'interdisais, il y avait des maisons, certaines maisons, je me souviens la maison de Ouagadougou, je l'aimais beaucoup. Elle était très très forte pour moi. Le jardin, c'était un jardin que j'ai énormément aimé. Mais je m'interdisais de l'aimer. C'était un passage. Parce que je me disais, si je l'aime, je me l'approprie. Et j'ai pas le droit de me l'approprier. Mais je me rends compte que finalement, j'ai jamais eu le sentiment d'appartenir à un lieu. Tout à fait en dehors du cinéma, si je marche dans les rues de Paris, je sens pas que c'est mon territoire. C'est un territoire où je me promène et où je sais que je peux avoir des habitudes, mais rien d'autre que des habitudes. Je me suis jamais sentie appartenir à un terroir. Alors que peut-être dans l'enfance, j'avais envie d'appartenir à des territoires africains parce que c'était là que je grandissais. Mais comme quand on est enfant, on sait très bien, on comprend très bien l'équilibre des forces, on les comprend tout de suite, avant même de parler. Je savais que c'était pas mon territoire. Et il m'arrivait même parfois de penser que c'était un territoire usurpé. C'est chaud. Tu as mis du piment? Mange. J'ai grandi dans un monde où il y avait des blancs, où il y avait des noirs. Et c'était quelque chose qui était donné. C'était comme ça que j'ai grandi. Et que je vois pas pourquoi je filmerais un monde qui
qui ne serait pas comme ça. Il m'apparaît souvent qu'il y a une espèce d'injustice à considérer toujours que dans le monde qui nous entoure, chacun a une place qui lui est attribuée d'office. Que ce soit le Malais ou l'Asiatique fourbe, le noir niais et rigolard, la femme noire chaude, etc., etc. Bon, on peut décliner comme ça les fonctions du corps des autres. Moi, franchement, ça m'intéresse pas. Il se trouve que par mon premier film, j'ai rencontré un acteur qui était Isaac de Bancolé. C'était une rencontre importante. C'est pas seulement parce qu'il était noir. Il était noir parce que c'était nécessaire au film. Mais c'était un acteur que je trouvais qui pouvait, en tout cas, être considéré seulement comme un acteur. Il est foutu ton coq. Je me souviens de quelqu'un c'est Serge Danet, je ne sais pas pourquoi j'hésitais à dire son nom, m'avait dit, après avoir vu S'en fout la mort, que c'était un projet casse-gueule parce que quand on filme un typhon, un cyclone, on peut choisir deux positions. Ou on se met dans l'œil du cyclone, là où il n'y a plus de vent, où l'air est totalement immobile, et où on se met à l'extérieur du cyclone, on reçoit peut-être des bouts de bois dans la tête et il y a des rafales, mais du coup, on décrit mieux la forme du cyclone, et finalement, on peut, à travers la fiction, le diriger, ce cyclone. Et que moi, il me disait, quand même, c'est casse-gueule, il faut que tu réfléchisses, parce que quand tu as fait S'en fout la mort, tu t'es mis dans l'œil du cyclone, dans l'air immobile. Et il m'avait dit, réfléchis à ce bon vieux Hawks, et tu verras qu'on peut parfois aussi se mettre à l'extérieur du cyclone et que c'est pas plus mal. Et jamais, en fait, j'ai pas du tout pensé à ce bon vieux Hawks, mais j'ai pensé en effet que j'ai ressenti par moments, en filmant S'en fout la mort, que j'étais dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire que l'air était immobile et que quelque chose m'échappait, qui est la fiction. L'idée d'enfermement, l'idée de cave, l'idée de couloir, de dédale, elle était tout à fait dans le projet de S'en fout la mort, parce que c'est un projet qui est parti de l'idée du deuil, d'une part, et peut-être aussi d'un livre de Fanon, Peau noire et masque blanc, et qui est quand même l'histoire d'une névrose possible pour l'homme antillais qui vient vivre en France. Donc c'était quand même un peu parti de ces deux idées-là quand on a commencé à travailler avec Jean-Paul. Donc je sais que c'était le trajet voulu du film. Le film devait passer par là. On descendait vers la toilette du mort, vers l'idée de deuil.
Et c'était le parcours finalement, Da, le personnage d'Isaac de Bancolé. Vous voyez impuissant, Jocelyn, lui-même s'emmurer vivant, quoi. Donc il y avait l'idée, nous aussi physiquement, d'aller dans cette espèce de tombeau. Donc je dirais que ça, c'était voulu. Et on a tourné le film à l'épaule, et avec Agnès, on avait beaucoup réfléchi aux focales qu'on allait employer, parce qu'on a employé des focales qu'on utilise rarement quand on filme à l'épaule, parce que je savais que ça produirait cet effet-là, qui ressemble presque à Edgar Poe, finalement, d'être muré vivant, quoi. C'est bien dans les films de donner par moments des chances à ceux qui n'en ont pas. De leur prêter le temps d'un regard, quoi. Parce que finalement, même quand ils sont l'objet de faits divers, ils sont décrits comme des accidents. Ou des raisons de se dire, ah bah oui, encore un émigré, et tout ça, bon. Alors je trouve que c'est... Enfin, moi je crois à la Déclaration des droits de l'homme, vraiment. C'est quelque chose auquel je crois très fort. Je crois que c'est important que ça existe à l'intérieur des films, que toute personne, que tout personnage soit libre et égal en droit dans la fiction. Chaque personnage doit être égal et libre. Moi, je ne sais pas si ça m'intéresserait d'écrire une histoire où quelqu'un qui serait au départ déjà très fort, qui dominerait déjà des choses de sa vie et du monde qui l'entoure, traverse le parcours du film pour gagner quoi finalement? Alors que je trouve que ce qu'il y a de très beau, c'est quelqu'un pour qui les cartes sont pipées au départ, pour qui rien ne fonctionne, qui s'oppose à tout, ou plutôt contre qui le tout s'oppose, qui va réussir quelque chose. Bon, il se trouve que peut-être dans mes films, ils réussissent pas toujours. Mais en tout cas, le film essaye qu'ils réussissent quelque chose. Ou en tout cas qu'ils existent pendant l'heure et demie du film. Qu'ils soient pas perdants. Ce qui me frappe dans ce qu'on appelle le genre du film noir, par exemple. Le film noir tel que... Ou même le roman noir. Quand j'ai découvert Chandler ou Dashiell Hammett, c'était quand même des gens au départ qui n'étaient pas les plus forts, qui n'étaient pas les plus riches, qui étaient... C'est des gens pour qui rien ne va au départ. Hein, le détective, c'est pas Superman, le détective tel qu'il est. Le détective de Dashiell Hammett ou de Chandler, c'est un personnage fragile et la société n'est pas juste avec lui. Et son ennemi, c'est les corps constitués, c'est les citadelles. Il fait son travail de détective, mais en réalité, il se bat contre des citadelles imprenables. Et la force du film noir ou du roman noir, c'est que c'est des films et des romans, on peut dire sociaux, parce qu'ils décrivent
des situations d'injustice. Tuer quelqu'un dans un film, ça... c'est pas anodin. Et c'est des choses, finalement, qui sont si peu anodines qu'au moment de les filmer, alors qu'on a tout préparé, on se dit, tiens, si je veux, je peux encore ne pas les filmer. J'ai encore ce pouvoir de dire, ce personnage ne meurt pas, il survit. Ou il se retourne et il est plus fort, ou il se débat et il est pas... Ou dans le cas de Jocelyn, dans S'en fout la mort, jusqu'à la dernière minute, je me disais, j'ai encore la possibilité de ne pas faire mourir Jocelyn dans le film. Et puis je me disais, mais non, il faut qu'il meure. Et puis je me disais, bah non, il pourrait aussi ne pas mourir. Et puis, c'est des moments terribles, quoi, parce que la décision qu'on prend à ce moment-là, qu'il va mourir, ça se pose pas pareil quand on écrit le scénario. Parce que là, on n'est pas confronté à des corps. Le coup de couteau de S'en fout la mort, moi, ça m'a... Enfin, pas que pour moi, du reste. C'est quelque chose qu'on partage avec les acteurs comme un acte à conséquence. Un acte chargé, lourd de conséquences, comme on dit. Ce qui est intéressant dans le fait divers, c'est la part d'humanité qu'il y a autour des monstres, dans le monstre lui-même. C'est pas le dépassement qui m'intéresse, c'est le trajet inverse. C'est-à-dire de partir du monstre pour revenir vers ce qu'on croit tous connaître. C'est-à-dire je ne crois pas que le trajet de partir du dit normal pour aller vers la monstruosité m'intéresserait. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le parcours inverse, quoi. C'est-à-dire je trouve qu'il y a une part de reconnaissance de soi-même et de l'autre, même dans ce cas de plus monstrueux, qui se fait instantanément quand on fait le parcours inverse. C'est difficile de parler en peu de mots de la bête humaine, mais la fameuse scène où Gabin est submergé par cette pulsion terrible ne le condamne pas en tant qu'être humain. Au contraire, elle le rend encore plus frère, plus proche. Moi, je trouve qu'elle l'éloigne pas de nous. Au contraire, elle a fonction de le rapprocher de nous. Parce que cette pulsion, finalement, même si on n'en a jamais vécu une semblable, on sait qu'elle est une partie d'humanité, quoi. Quoi, je vais partir. Hein? Quoi, je vais partir? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, je vais partir? On n'est pas bien ensemble?
Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu peur de moi, c'est ça? Hein? Moi, je t'aime. Ouais. Répète-moi ça. Tu m'aimes. Moi, je t'aime. Je voudrais partir. Je voudrais partir. Ouais, c'est ça. Tu peux pas te débarrasser de moi, tu sais ça. Hein? Tu sais. Tu le sais, ça. Le plan séquence, pour moi, c'est le temps nécessaire à ce qu'un rapport naisse avec le personnage. Et le plan séquence, c'est aussi la possibilité d'une chorégraphie qui n'est pas celle d'un mouvement de caméra qu'on marque au sol et qui va chorégraphier au milieu des personnages, mais plutôt une chorégraphie des corps devant la caméra. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'une danse, alors que si je dessine un parcours de travelling très compliqué au milieu des acteurs, qui va en perdre un pour en rattraper un, puis revenir sur un, puis repartir, rattraper le troisième, etc., j'ai l'impression que la chorégraphie n'est plus qu'à moi. Et que les corps sont saisis par ma chorégraphie. Alors que souvent j'ai l'impression que le plan séquence peut être un peu frontal, mais pas toujours frontal du reste, mais enfin en tout cas, si ça arrive, en tout cas dans Chocolat, oui. C'est l'idée que c'est le corps de l'acteur qui va lui-même développer la chorégraphie du plan. Donc et c'est pas pour me mettre à l'écart de ça, c'est parce que je trouve que c'est la plus belle chorégraphie. La chorégraphie de la caméra, elle n'est possible pour moi que quand elle accompagne la chorégraphie du corps du comédien. Girl, yes, you know what I want. How about you Cadillac? How about you Cadillac? Yeah. How about you Cadillac? If you just give me some of your love now, yeah. Give me some of your love, woman. All right. Yes, I will. I'll buy you a house on the hill. Buy you a house on the hill. Buy you a house on the hill. If you just give me some of your love now, now. Give me some of your love. Good love. All right. All right. I don't want your Cadillac. I don't want your Cadillac. Long and shiny black. I don't want your Cadillac, boy. I don't want your Cadillac. Yeah. Quand j'ai commencé à faire du cinéma, je penchais vraiment pour la famille des cinéastes qui faisaient confiance à l'image. Si on choisit ce camp, très souvent, alors on se dit, le dialogue devient un son
au même titre qu'une musique, parce que quelqu'un qui branche une radio ou qui écoute un jukebox, ou, finalement il est dans une relation avec quelque chose. C'est pas un silence, c'est pas une absence de mots. Ça veut dire, enfin, pour moi, ça peut être très bruyant, une scène. La scène du Let's Go Home, quand Grégoire danse en écoutant son disque, pour moi, c'est une scène très bruyante. Elle est pleine d'informations. Bon. Alors, si on fait confiance totalement à ça, on se dit, il faut utiliser les dialogues, donc, presque pour détourner l'image, comme à une époque, on détournait les films... on pouvait sous-titrer des films étrangers avec des sous-titres situationnistes ou maoïstes. On pourrait presque détourner la scène, comme ça arrive dans la vie, où finalement, moi je suis en train de vous parler là, mais il y a 3-4 trucs qui me travaillent vraiment dans ma tête, auxquels je suis en train de penser, où je pourrais avoir très mal au dos. Vous voyez? Et finalement, peut-être que le dialogue pourrait servir à ça, comme cette espèce de désir de relation avec l'autre, mais qui fonctionne pas toujours bien. Les mots sont là pour essayer de communiquer, alors qu'en réalité, il y a des choses non dites qui peuvent se passer pendant ce temps-là. Et c'est ça que j'essaye de faire, c'est des dialogues qui sont en plus, qui sont une tentative du personnage pour communiquer, mais que la signification de la scène en soi dit ce qu'elle a à dire et que c'est pas au dialogue de le dire. Le dialogue est là en plus. Bon. Et en même temps, parfois, quand je vois des films dont j'aime beaucoup les dialogues, et je pense même à l'espèce de logorée de Pulp Fiction, j'ai envie de mots comme ça. Ça me fait rire, j'ai envie de mots, et je me dis toujours, bon, il faut qu'il y ait des mots, quoi. Et j'ai essayé au début du Let's Go Home, il y en a un peu plus, parce qu'avec Anne, on a essayé de faire un babil, quoi. Mais c'est difficile parce que c'était pas la voie sur laquelle je m'étais engagée. Donc ça aussi, c'est un travail que je dois me proposer. Je le cite, c'est presque trop facile de le citer, mais je pense aux films d'Ozu. Pour moi, les films d'Ozu, ce sont des films dans lesquels le cadre même, les mouvements des personnages dans l'image ont toute leur signification et veulent et expliquent complètement la scène. Et puis les dialogues, c'est la relation qu'ils ont entre eux, ce qu'ils sont obligés de se dire parce qu'ils vivent. Bon, pratiquement tous les films d'Ozu, c'est d'une famille, ils vivent ensemble, il faut bien qu'ils se disent des choses. Mais l'information première du film passe pas par les dialogues. Elle part parce que tout d'un coup, dans Voyage à Tokyo, quand la belle-fille offre son tout petit appartement à ses beaux-parents et qu'on sent les larmes lui monter aux yeux dans la conversation du petit déjeuner le matin, il parle pas de la mort du mari, mais c'est là dans l'image, on sent ce qui se passe entre ces trois personnes. Le babil, il est là pour autre chose. Et je crois, c'est fin d'automne, l'histoire du père qui veut marier sa fille et la fille qui veut pas se marier. Et quand tout elle a fait à la fin du film, quand elle essaye sa robe de mariée, et il la complimente sur sa beauté, elle lui pose des questions sur sa robe et tout. Pour moi, c'est une des scènes, je crois que je pourrais fondre en larmes rien que de la décrire. C'est une scène bouleversante parce que elle a tellement pas envie de quitter son père. Et son père a tellement pas envie qu'elle parte, et en même temps, il sait qu'il faut qu'elle le quitte. Et tout ce qui se dit sur ce mariage et cette robe de mariée et tout ça, c'est adieu, en fait. Sauf qu'ils se le disent pas. Ils se disent autre chose, ils parlent de la robe, ils parlent de... Et après, il y a ce plan magnifique où il épluche une pomme sans rien dire. Je veux dire, ça, pour moi, c'est... C'est des choses... Je crois que c'est là que le cinéma m'a... Le cinéma m'a rien fait, c'est moi qui suis allée vers le cinéma, quoi, à cause de ça. Et ça m'empêche pas d'avoir très faim de dialogue par moment, parce que je sens que ça m'intéresserait.
Il me semble que moi, je suis intéressée par les prémices des choses. Par exemple, je suis très intéressée par le désir, la montée du désir. Et puis quelque chose fait que finalement, je m'en tiens là. C'est-à-dire que c'est rare que le désir donne lieu à un bouquet de bonheur, quoi. Il y a quelque chose qui fait que le désir se suffit à lui-même et que souvent il est suivi d'une frustration. Parce qu'il est si fort que finalement ce qui vient répondre au désir n'est pas assez fort pour le combler. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui m'apparaît à moi dans mon travail. Et du reste, j'en suis pas très heureuse, hein, je le constate. Et je pense que c'est comme un chemin que je prends qui peut-être pourrait s'appeler une pulsion, un désir de plaisir, parce que le désir, c'est quand même ça. Et que finalement, s'il n'y a pas une transgression, s'il n'y a pas un passage à l'acte, eh ben, très vite on tombe. Le plaisir, ça mène à quelque chose ça mène à la mort. Et je crois que c'est ça. Donc je crois que peut-être moi, il faudrait que je fasse un travail là-dessus. De sentir ça. Comment je peux amener le désir vers une résolution, vers un vrai comble, quoi. Je crois que j'aurais le droit vraiment de penser que je suis une vraie personne pessimiste si j'allais au-delà de ça et qu'après, je disais, bon, ben, l'extase passée, finalement, c'est pas mieux qu'avant. Donc, mais j'ai jamais emmené mes films là. Et même finalement, quand j'ai fait US Go Home, je savais, quand le GI a peur dans cette clairière parce qu'il sent vers quoi la jeune fille le mène et qu'elle l'enlace, c'est elle qui l'enlace. Il y a quelque chose qui est presque comme un conte de fées. C'est une forêt noire avec du vent dans les branches et tout. Et puis l'image d'après, c'est l'après. Et au fond, ils se regardent même pas, ils sont loin. Il a servi, il va la ramener chez elle. Et bye bye, US Go Home. Il n'aura servi qu'à ça. Pourquoi est-ce qu'après, j'aurais très bien pu décider qu'elle allait tomber folle amoureuse de lui. Mais c'était même pas inscrit dans le projet, justement. Alors je sais pas si c'est pessimiste. Je pense que c'est quelque chose sur lequel je dois réfléchir. Parce que pessimiste, ça voudrait dire que j'en aurais fait tout le tour et que je me serais dit, bah non. Non, je n'emmène pas mes personnages vers une autre possibilité. Et je crois qu'il faut y aller vers cette possibilité. Puis après, dire, ok, bah d'accord, je suis pessimiste. Je crois qu'il y a un moment où un film doit
transgresser quelque chose. C'est là que la question se pose. Et c'est pas forcément par le filmage en gros plan d'un sexe de femme et d'une queue, quoi. Je crois que c'est pas comme ça. Je crois que le moment de transgression, il peut presque être hors champ ou sous la barre du cadre et puis exister quand même. Mais je crois que il y a besoin, enfin, la question que je me pose, c'est ce moment-là, c'est cet instant-là où quelque chose se révèle et s'abandonne, qui doit être donné au film, et que moi, j'ai jamais filmé vraiment, encore. Parce que c'est peut-être un moment où l'acteur peut donner la chose la plus sublime qu'on puisse donner dans un film. C'est pas le don de sa nudité. C'est une chose. Mais c'est une chose qui se fait en commun. Tandis que il y a un certain moment que l'acteur peut donner qui est ce moment où il va briser quelque chose par rapport à la caméra, où il va dépasser quelque chose, peut-être un tabou du reste. Dans la durance, comme un démon. Tu déferas le tien, comme l'oiseau borgne, comme Jeanne de France, dans ta démence, tu déferas le tien. On se croit d'amour, oh on se croit féroce, enraciné, mais revient toujours le temps du lien des faits. On se croit d'amour, oh on se sent épris d'éternité, mais revient toujours le temps du lien des faits. Comme la vipère, comme la reine des prés, morte terre. Tu déferas le tien, comme la femme douce, comme l'homme léger, au moment d'oublier. Féroce, enraciné, mais revient toujours le temps du lien des faits. On se croit d'amour, oh on se sent épris d'éternité, mais revient toujours le temps du lien des faits. Franchement, moi, j'ai jamais voulu être confidentielle et j'ai toujours voulu rassembler. C'est-à-dire que la question que je dois me poser, c'est peut-être il faut
que je comprenne pourquoi j'ai pu me tromper, mais j'ai jamais eu le désir d'être confidentielle. Parce que si c'était vrai, ça serait très facile. Il suffirait de se dire, bah, si j'ai eu le désir de l'être, il suffirait d'avoir le désir de plus l'être pour que... Moi, j'ai toujours l'impression que mes films doivent dire des choses qui sont destinées aux autres. J'ai jamais eu le sentiment que je faisais des films pour moi, jamais. Du reste, je dois vous dire, c'est souvent une épreuve terrible de faire un film. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui... Donc ça s'adresse aux autres. Sinon, je supporterais pas cette épreuve-là, si c'était que pour moi.